Tout d'abord, c'est un honneur pour nous d'avoir parmi nous un compatriote, M. Ahmed Hakim, qui est président d'un parti politique français qui est l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité, UDLEF. M. Ahmed Hakim est diplômé de Sciences Po Paris, l'UEP, de l'École des hautes études commerciales à Paris, la HEC, et de l'École nationale supérieure d'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Et aussi, il est de l'École supérieure technique aérospatiale à Paris et de l'École des hautes études industrielles de Lille et de l'Université of Saint-Andrew. C'est Ahmed Hakim. Pourriez-vous nous parler de cette partie politique? Oui, je vous remercie. L'UDLEF, c'est l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité, qui est un parti du centre laïque, nos valeurs sont humanistes, libérales, sociales et européennes. Et comme vous le savez, la France a traversé depuis plus de 20 ans un désert d'idées entre la non-réforme du pays et le fait de dresser les citoyens les uns contre les autres. Et les 3 derniers chefs d'État n'ont proposé aux Français que diverses formes d'action sans envergure, dites de gauche ou de droite, avec la mince cadavérique de leur bilan qu'on le connaît. Aucun d'entre eux n'a jamais vraiment proposé, ni encore moins mis en œuvre un projet de société ou un programme conforme à l'idéologie annoncée. L'alternance de l'échec entre la gauche et la droite du gouvernement a fini par sculpter un nouveau paysage politique dans lequel notre parti, l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité, a pris naissance. Parfait, c'est Ahmed Hakim. Donc, si j'ai bien compris, on parle d'un parti politique qui représente la diversité. Vu que vous êtes issu de la diversité, que la France constitue sa richesse culturelle, mais aussi patrimoniale. C'est exact. Donc, le sujet qu'on traitera ce jour, c'est, vous le permettez, c'est un sujet qui est en relation aussi avec ce que vous venez de citer, cette problématique, donc qui depuis un certain temps, après 3 ou 4 présidents de la République qui sont passés auparavant, ça prend de l'ampleur. Cette richesse qui devrait être plus positive pour la France et pour le rayonnement de la France, on se trouve avec des difficultés. Et comme vous le savez, l'intégration, chacun comme il parle, ceux qui parlent de l'intégration, d'autres qui parlent de l'assimilation, et d'autres qui parlent comme quoi simplement ces gens, il faut les mettre dans un ghetto et on parle plus. Tout et rien. Et pour la première fois, je suis heureux d'avoir un président issu aussi de la diversité et qui est quelque part concerné par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre pays, la France. Et ma première question, vu la puissance de ce qu'on appelle ce dossier, le dossier de l'islam en France, un dossier qui est depuis un certain temps qu'on travaille dessus, depuis le mois d'octobre 2017, et on continue maintenant avec une boîte à idées de proposer des sorties de crise de la gestion de l'islam de France. Que représente pour vous cette crise de la gestion de l'islam de France avant de parler de propositions? Cette gestion de crise de l'islam en France, c'est comme, vous le savez, elle date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui était laissé à l'abandon par la politique d'une manière générale. Et je parle là de la gestion de l'islam en France. Je ne peux pas me permettre de parler du contenu, c'est-à-dire les mouvements islamiques qui se trouvent en France. Comme vous le savez, on est un parti politique laïque. Donc je parle plutôt de la partie gestion de l'islam en France, d'où viennent les fonds ou les dons pour construire les lieux de culte, comment justement se forme, est-ce qu'il y a une formation des imams en France, comment les imams arrivent en France et quels sont les pays
justement qui envoie ces imams. C'est tout ce côté-là dont je souhaite vous parler et essayer de proposer des solutions de bon sens qui vont avec notre devise qui est la laïcité. Justement, donc c'est toute la difficulté. Donc, est-ce que c'est la question qui est posée par les uns et les autres. L'islam, est-ce qu'il est en accord avec la laïcité ou pas? C'est la même question que je vous pose. L'islam, du moment qu'on est dans une république laïque, l'islam, comme toute religion, est tout à fait a tout à fait sa place dans la République. Du moment qu'on parle de laïcité, l'islam, comme d'autres religions, ça relève du domaine privé. Donc, il a tout à fait sa place au sein de cette République, qui est une République plurielle. Donc, la question peut se poser sur d'autres religions. Et la réponse est toujours la même chose. Du moment qu'on parle de laïcité, c'est du domaine privé et la religion peut dire qu'elle est tout à fait conforme avec les règles de la République. Votre parti, qu'est-ce qu'il peut proposer par rapport à cette question de la gestion de l'islam en France? Je vais essayer de faire un rappel. Et à partir de là, donc, je vais aussi vous dire que notre position par rapport à l'islam en France, ou à l'islam de France, tout simplement. Donc, je dis oui, je suis pour une réforme de l'islam de France. Donc, il ne faut plus laisser les forces extérieures au pays organiser l'islam en France. Cela passe par la question de financement, de la construction, mais aussi du fonctionnement des lieux de culte. Et comme vous le savez, qui paye décide. Savez-vous, par exemple, qu'à la grande mosquée de Paris, qui a pourtant été construite par la République en 1920, pour rendre hommage aux soldats coloniaux morts pour la France, c'est le gouvernement algérien qui paye en partie les frais de fonctionnement. La question la plus importante reste celle de la formation et la rémunération des imams. Il faut savoir aussi que presque 300 imams sont détachés par des États maghrébins officiellement envoyés et payés pour prêcher en France. Les autres imams sont soit formés à l'étranger, soit autoproclamés et souvent de culture salafiste. Oui, je ne suis pas favorable à l'idée pour pouvoir un petit peu cadrer ce sujet-là. Il y a deux choses. Il y a premièrement comment peut-on faire pour financer les lieux de culte en France. Et la deuxième question, il faut absolument qu'on trouve une solution pour essayer de former les imams en France. La troisième chose, il faut penser à une sorte d'organisation en France qui permet justement de placer les imams dans les mosquées en France. Donc tous ces points-là on a des propositions à faire. Je prends par exemple le cas de financement de lieux de culte. L'UDLEF et moi-même, donc je propose, on n'est pas favorable pour une taxe sur les produits halal, on est plutôt
favorable pour faciliter les dons pour justement aider les... Monsieur Hakim, pourquoi vous n'êtes pas favorable pour une taxe halal? Parce que je trouve que c'est une taxe pas du tout, c'est une taxe qui est justement en fait là imposée à tout le monde et qui est un petit peu en désaccord avec même la laïcité. Donc on impose quelque chose pour une religion, alors que là en fait là c'est plutôt anti-laïque. Donc c'est une impôt générale sur ces produits-là. Je trouve que c'est injuste. Par contre, comme vous le savez, 90% ou 95% des mosquées en France sont organisées sous forme d'associations culturelles, loi 1901. Et je pense qu'il y a matière là-dessus à voir et à donner la possibilité de faire des dons qui sont déductibles des impôts et qui permettent justement en fait là de financer la construction et le financement de ces lieux de culte et qui cette manière-là justement permettent d'être en conformité avec la loi de 1905 qui interdit justement l'État à payer la construction et le fonctionnement des monuments ou des lieux de culte sur notre pays. Selon vous, comment peut-on, dans un pays laïque, comme vous le dites, l'État peut intervenir dans la gestion d'un domaine qui n'est pas laïque, la gestion de l'islam, en Hauts-de-France? L'État, elle le fait déjà pour d'autres religions. C'est-à-dire? Vous savez, la loi 1905 permet justement, en fait, là, il a interdit la construction, enfin, là, il interdit à ce que l'État construise les lieux de culte, mais tout ce qui était construit avant, l'État, justement, elle paye à travers les collectivités les entretiens de ces lieux de culte, à savoir les églises et les synagogues. Donc, ils sont entretenus par les collectivités. Donc, lorsque je dis collectivité, je dis argent public. Donc, ça existe. Hein. Selon vous, la priorité dans ce dossier, c'est la formation des imams et le financement des lieux de culte des musulmans sur le sol français. Oui, en tant que président de parti politique laïque, je ne peux que donner le cadre législatif justement de cette question, c'est-à-dire avoir une sorte de transparence concernant les fonds qui arrivent de l'étranger et qui arrivent à travers les dons. Et ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est le deuxième point plutôt, c'est la formation des imams. On ne peut pas tolérer ni accepter d'avoir sur notre sol des imams qui sont envoyés par d'autres États et qui connaissent pas le minimum et qui connaissent pas les lois de la République et qui connaissent même pas la laïcité de notre République. Donc, je suis justement pour la formation des imams au niveau des universités, une formation qui peut être payée par l'État de ces imams. Une formation, elle peut aboutir par une spécialité qui est la formation de l'imam, comment elle peut aboutir à d'autres spécialités, mais c'est une formation universitaire qui est payée par l'État. Elle comprend deux volets. Le volet, c'est la formation de base qui nous permettent ou qui permettent d'enseigner
les futurs imams sur le principe de la République et sur la devise de la République, qui est la liberté, égalité, fraternité, et qui est une république dont la mixité est tout à fait normale, et qui est une république laïque, une république où il y a une séparation de religion avec les affaires de l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est essayer de cadrer les finances de lieux de culte. Comme je vous ai dit, je propose à ce que on passe par les dons que par une taxe sur le produit halal. Mais les dons, est-ce que ça suffira d'après vous? Je pense que c'est suffisant. Vous parlez des dons des fidèles en France, on est bien d'accord? Et exactement, c'est des dons de fidèles en France. D'accord. Donc vous êtes contre tout financement de l'étranger. Voilà. Je suis contre le financement de l'étranger, puisque je vous ai dit dès le départ, celui qui paye décide. Et c'est là l'origine aussi des problèmes. Juste un point, c'est très important, c'est Hakim, ce que vous êtes en train de dire. Hein. Donc, si j'ai bien compris, à ce jour, que cette affaire n'est pas encore réglée, cette affaire de financement de l'islam et la formation des imams, et puisque vous dites comme quoi celui qui paye, celui qui décide, jusqu'à ce jour, donc, on suit des décisions de l'étranger pour l'islam de France. C'est tout à fait, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas lorsque vous recevez des dons qui arrivent du Moyen-Orient. Vous ne le recevez pas comme ça pour le plaisir de le recevoir. Mais vous recevez aussi des indications, des orientations. Et vous laissez aussi la porte ouverte à justement, en fait, à un autre type ou un islam qui peut être un islam extrémiste. Comme vous le savez, le financement, il est un petit peu transversal. Il y a des financements qui viennent, comme vous le citez dès le départ, des financements qui viennent du pays du Maghreb. Le Maroc, l'Algérie en priorité. La Tunisie, c'est à petite échelle. Mais aussi les pays du Moyen-Orient, mais aussi la Turquie. Donc, si j'ai bien compris votre objectif, hein, et surtout votre proposition dans le cadre de votre parti politique, vous êtes contre tout financement venant de l'étranger, hein? Ça c'est important. Cela signifie tout simplement que l'État prend la main pour proposer aux fidèles de s'autofinancer. Mais la question qui se pose, c'est Hakim, est-ce que l'État a le souhait, à ce jour, puisque vous êtes un homme politique, donc vous êtes mieux renseigné que moi, est-ce que l'État est disposé pour l'instant de donner la parole aux musulmans de France de prendre en main ce dossier? Je pense que c'est un sujet de l'actualité, et je pense que l'actuel président, le président Macron, je pense qu'il a justement cette volonté d'entamer les discussions avec les responsables musulmans en France. Et qu'il y a justement et qu'il va y avoir des solutions proposées dans ce sens-là. C'est à travers la représentativité de l'islam de France qu'on peut trouver justement la solution. Revenons à ce que vous avez dit tout au début. Les fonds reçus de l'étranger ne représentent pas la majorité des financements des lieux de culte. Comme vous savez, il y a un rapport d'une sénatrice, Nathalie Goulet, dans son rapport. Elle a expliqué que les dons des pays étrangers est faible comparé aux dons des fidèles. Donc c'est pas des sommes énormes que justement en fait
les musulmans, enfin que l'organisation. Dans ce cas-là, si j'ai bien compris un petit peu ce rapport-là, donc quoi qu'il arrive, donc la main étrangère, il n'est pas influente. En suivant votre raisonnement, celui qui paye, celui qui décide, donc c'est bien de l'intérieur. Oui, on ne représente pas un pourcentage élevé par rapport à l'ensemble, par rapport aux dons, mais comme je vous ai dit, c'est lorsque vous recevez un don de l'étranger, vous recevez, en fait, vous êtes influencé automatiquement d'une manière ou d'une autre, par les décisions de ces pays-là. Donc, pour essayer de couper court, il faut justement que les lieux de culte soient autofinancés par les musulmans de France. Les musulmans de France représentent une proportion importante au niveau de la société et ils sont, je pense, capables d'autofinancer leur lieu de culte. Donc c'est une histoire de gestion pure et simple pour que ce financement va là où il devrait l'être. Ça c'est d'une part, c'est la gestion. La gestion, et là vous l'avez très bien mentionné, la gestion à travers une organisation. C'est une organisation qui logiquement doit représenter tous les musulmans de France, d'une part, et c'est une organisation qui devrait normalement non seulement s'occuper du financement, mais aussi de la construction. Comme vous le savez, comment on nomme justement les imams dans les mosquées en France? Il n'y a pas de règle. C'est justement à travers cette organisation que les imams ils devraient être nommés. À travers cette organisation que justement la gestion des mosquées en France, elle doit être faite. Il est intolérable que les mosquées restent ouvertes en dehors des dates ou des heures de prière. Donc il faut avoir justement une gestion qui permet justement en fait là de laisser ces lieux de culte uniquement lieux de prière, mais pas lieu de réunion. Et c'est ça en fait là les propositions, c'est ça la proposition pour la gestion de ces lieux de culte. Donc il faut qu'elle soit gérée d'une manière transparente et à travers une organisation. Qu'il faut penser à une organisation, peut-être l'Union des musulmans de France. Bref, il faut penser à une sorte d'organisation qui permet justement de gérer, comme je vous ai dit, les deux volets. Premièrement, le volet des financements des lieux de culte, ainsi que leur entretien, et deuxièmement, la formation des imams, ainsi que la nomination des imams au niveau des mosquées de France. C'est surtout, comme vous le savez, les mosquées, c'est à peu près 2500 lieux de prière et mosquées sur le sol français. Donc il est urgent justement de les gérer et de ne pas les laisser s'auto-gérer eux-mêmes, en fait, là. Comme vous le savez, M. Hakim, il y a déjà une entité qui s'appelle le CFCM, le Conseil de culte Conseil des musulmans, donc qui est présidé par M. Ogras. Avant, il y avait M. Kouibech, maintenant c'est M. Ahmed Ogras qui est à la présidence. Et jusqu'à maintenant, même le président, il l'a dit lui-même, il ne représente pas la totalité des musulmans. Sauf que le souci qui se pose, tous ces musulmans qui se trouvent sur le sol français, puisque vous êtes un homme politique, certainement vous savez ça, mieux que moi, tout le monde ne sera pas à la mosquée. Tout le monde, il y a des gens qui font leur prière chez eux, il y a ceux qui ne le fassent même pas, mais ce sont des musulmans. Donc, moralité de l'histoire, on concentre notre pensée sur un optique bien précis, la mosquée et ceux qui seront à la mosquée et la gestion de ces mosquées. Est-ce que c'est ça, selon vous, toute la problématique de l'islam en France pour que
cette religion puisse vivre en paix comme les autres religions et qu'on sort de ce fléau de terrorisme, ce fléau de radicalisation et ce fléau qui pose un réel problème d'assurance chez nos compatriotes français. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a deux choses. Il n'y a pas que je parle d'un point précis qui est la gestion, justement, en fait, là, de ces lieux de culte d'une manière générale. C'est vrai, il y a le CFCM, mais le CFCM, il y a des questions à se poser. Le CFCM ne nomme pas il n'y a pas d'imam à la tête du CFCM. Il n'y a pas le CFCM ne permet pas les nominations des imams dans les mosquées de France. Ne fait pas de gestion de ces lieux de culte. C'est là le problème. Donc il faut revoir un petit peu le périmètre et il faut peut-être aussi revoir la méthode de nomination des membres du CFCM. Ça, c'est d'une part. Moi, je pense de trouver un cadre qui permet, et ça c'est facile, qui permet justement de gérer les deux points évoqués, à savoir la construction des lieux de culte, d'une part, les financements pour la construction des lieux de culte, et deuxièmement, la formation des imams en France. Ça, ces deux points, c'est déjà c'est fondamental. Ça, c'est d'une part. Cela ne veut pas dire que si on résout ce problème-là, qu'on sera échappé au terrorisme ou à des mouvements salafistes sur notre pays. Il faut aussi que la police fait son travail pour stopper toute dérive qui vient par la toile, par Internet. Comme vous le savez, en fait, là, c'est Internet et les moyens et les réseaux sont justement, en fait, là, représentent aussi une menace réelle. Ça ne peut pas se résoudre à travers justement le sujet qui est l'islam de France. Et il faut justement éradiquer toute dérive et toute menace venant de la toile de Internet. Il y a aussi ce volet-là qu'il faut attaquer, mais qui n'a pas de lien direct avec le problème évoqué et qui nous, UDLEF, propose à ce que justement en fait cette gestion en fait de financement passe par les dons d'une part et qu'on exige justement de tout imam doit passer par une formation sur la République, et ça c'est d'une part, qu'il soit formé en France. Donc, selon vous, c'est juste une petite conclusion, si vous le permettez, parce que là, moi, je vois un petit peu l'aspect négatif de cette affaire, c'est que selon vous, si à ce jour, à cet instant T, les imams ont une part de responsabilité sur ce qui se passe actuellement en France, vu qu'ils ne sont pas formés aux normes républicaines. On ne peut pas accepter, c'est même pas une question de responsabilité. On ne peut pas accepter quelqu'un qui est envoyé par un pays étranger venir sur le sol français et d'une manière, en fait, c'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté. C'est même pas une question de souveraineté, c'est que tout simplement, si on parle de l'islam de France, c'est l'islam de France, c'est justement, il doit être cadré, l'islam de France. C'est premièrement d'où viennent les dons, et deuxième d'où viennent les dons pour le financement des lieux de culte, et le deuxième point, c'est la formation. On a cadré pour la politique l'histoire des soutiens pour les partis politiques avec une loi. Je ne vois pas pour quelle raison on ne fait pas la même chose pour tout ce qui est financement et dons dans le cadre justement des lieux de culte, pour la gestion, pour la construction ou l'entretien de ces lieux de culte, et même pour la rémunération de ces imams.
Monsieur le Président, vous savez comme c'est ma dernière question si vous le permettez. Vous savez comme quoi simplement le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, après la décision de présenter d'ici la fin du premier semestre 2018 un projet concernant la gestion de l'islam de France. Avez-vous, en tant que président d'un parti politique français, transmis vos propositions à Monsieur le Président, ou bien vous avez pu avoir un contact avec la présidence pour proposer ce que vous êtes en train de nous dire? Justement, en fait, il y a une série de propositions qu'on va envoyer au président Macron incessamment. Et comme vous le savez, en fait, lorsque il y a un point de l'actualité évoqué où il y a un chantier fait par la majorité, lorsque à nos yeux, il nous semble correct, on envoie des courriers à la présidence pour approuver ou pour désapprouver un chantier en cours. Pour ce chantier justement de l'islam de France, on a un ensemble de propositions qu'on va envoyer incessamment à Monsieur le Président de la République. Monsieur Ahmed Lahkim, président de l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité, UDLEF, parti politique français, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bon vent pour ce nouveau parti politique qui a toute sa place et surtout un parti qui représente la diversité, la richesse de la France. Merci beaucoup, Monsieur Sadri, et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis, à très très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.